En janvier 2025, à Ouagadougou, une alerte explose et le pouvoir vacille. Des audios interceptés en Ouganda, puis des aveux filmés diffusés par la présidence transforment une menace invisible en choc public avec un risque. Si la preuve flanche, tout le récit s'effondre. Que reste-t-il à un État quand la trahison vient de l'escorte et que la survie politique se joue à voix nue autour d'Ibrahim Traoré? Au Sahel, l'équilibre change en une nuit. Cette affaire n'est pas seulement le récit d'un complot avorté, elle est une radiographie du pouvoir sous contrainte au Sahel. Ce qui est en jeu ici tient en une promesse claire, comprendre comment une crise de sécurité devient un test de souveraineté. À travers les faits, les chiffres et les décisions prises dans l'urgence, le fil conducteur reste le même, transformer une menace mortelle en levier politique sans perdre la légitimité interne ni provoquer l'isolement régional. L'enjeu dépasse la personne du chef de l'État, il touche la crédibilité des institutions, la cohésion des forces armées et la confiance d'une population déjà éprouvée par des années d'instabilité. Chaque élément révélé agit comme une balance fragile entre transparence et instrumentalisation de la peur, trop peu d'informations et le doute s'installe, trop de mise en scène et le soupçon d'autoritarisme s'enracine. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole figé que comme un point de convergence, celui où se croisent sécurité, narration politique et projection régionale. Comprendre cette mécanique, c'est saisir pourquoi cette crise compte bien au-delà de Ouagadougou. Un élément factuel mérite ici l'attention. En moins de 5 jours, 42 arrestations sont enregistrées, dont 18 militaires actifs et 9 civils, tandis qu'environ un quart de la sécurité rapprochée présidentielle est remplacée. Ces chiffres, confirmés par le parquet militaire, déplacent l'affaire d'un soupçon diffus vers une crise institutionnelle mesurable autour d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre comment cette bascule devient possible, il faut revenir en amont de janvier 2025. Après la chute du colonel Damiba en 2022, le pouvoir pense avoir refermé la séquence des trahisons. Pourtant, dès 2023, des signaux faibles réapparaissent. Déplacements discrets, transfert d'argent depuis Abidjan, messages codés entre anciens officiers. Les services de Burkinabé identifient un intermédiaire récurrent, Alaji Maïga Sakandé, figure respectée capable de franchir les frontières sans attirer l'attention. Selon les aveux diffusés plus tard, il aurait servi de passerelle entre des exilés politiques et des relais civils restés au pays. Le tournant survient avec l'interception de communications cryptées transmises depuis l'Ouganda. Les enregistrements sont courts, quelques minutes à peine, mais suffisants pour établir une intention claire, une opération d'assassinat visant directement le chef de l'État. Pour Ibrahim Traoré, l'impact est double. Il est politique parce que la menace devient publique. Il est intime parce qu'une voix reconnue appartient à un ancien camarade d'académie. L'enquête change alors de nature. Elle n'est plus seulement sécuritaire, elle devient existentielle. Dès l'aube suivante, le cercle présidentiel se resserre, les communications sont filtrées, les déplacements réduits et la confiance devient un test permanent. En quelques heures, un décret vise 3 officiers de l'escorte. 2 sont arrêtés, le 3e disparaît. Le lendemain, les aveux filmés sont diffusés à la télévision nationale, exposant itinéraire, montant et complicité régionale. Ce passage à la lumière inverse la chronologie. Ce qui était clandestin devient récit fondateur et la question n'est plus seulement qui complotait, mais jusqu'où la complicité s'étendait dans l'appareil d'État. Au cœur de la séquence, une figure discrète sert de fil conducteur, le capitaine Sanou, officier de liaison entre le renseignement burkinabé et plusieurs partenaires africains. Son rôle n'est ni public ni symbolique, il est opérationnel. C'est lui qui fait écouter en premier les extraits audio transmis depuis l'Ouganda et qui mesure immédiatement la portée politique de ce qu'ils contiennent. À partir de cet instant, l'enquête cesse d'être abstraite et devient une course contre le temps. Un premier épisode concret éclaire l'impact immédiat. Lors de la diffusion interne des bandes à l'état-major, les réactions sont unanimes. Silence, crispation, puis ordre bref. La décision d'arrêter des membres de l'escorte présidentielle ne vient pas d'un débat prolongé, mais d'un calcul de risque. Agir trop lentement exposerait le pouvoir. Agir trop vite pourrait fracturer l'armée. Ce dilemme structure les heures suivantes. Un autre épisode se joue dans l'espace public. Lorsque les aveux filmés sont diffusés à la télévision nationale, des rassemblements spontanés apparaissent autour du palais présidentiel.
Drapeaux en main, des citoyens expriment un soutien inédit. Pour la première fois depuis des mois, le régime semble moins redouté que défendu. Cette réaction populaire n'est pas organisée, mais elle devient un signal politique fort. La menace perçue recompose temporairement le lien entre pouvoir et rue. Dans ce moment suspendu, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un chef d'État visé, il devient un point de projection collective. La tentative d'assassinat, réelle ou instrumentalisée selon les lectures, produit un effet immédiat. Elle transforme la peur diffuse en récit de résistance partagée. Ce que cette séquence révèle, c'est qu'une crise sécuritaire peut réactiver une légitimité fragilisée. Avant la diffusion publique, la menace reste contenue dans des cercles fermés. Après la décision présidentielle, elle devient un événement d'État. Ce basculement marque le début d'une séquence rapide où chaque heure compte et où l'action précède souvent l'explication autour d'Ibrahim Traoré. La phase d'activation commence à l'aube. Les bandes audio sont partagées avec un noyau restreint de l'état-major. Les consignes tombent sans emphase. Filtrer les communications, réduire les déplacements, isoler les unités sensibles. À 19h, un décret d'arrestation vise 3 officiers de l'escorte présidentielle. 2 sont interpellés sans résistance, le 3e disparaît avant le lever du jour. Ce détail, plus que les arrestations elles-mêmes, agit comme un révélateur. La conspiration n'est plus hypothétique, elle est incomplète, donc potentiellement active. Le pic survient le lendemain. Les aveux filmés d'Alaji Maïga Sakandé sont diffusés sur la télévision nationale. Il décrit les réunions à Lomé, puis à Abidjan, les itinéraires empruntés, les montants transférés. Le récit est lent, presque clinique. Cette mise en scène contrôlée transforme l'enquête en preuve politique. Dans la capitale, la rumeur circule plus vite que les images. On a voulu tuer le président devient une phrase partagée, répétée, amplifiée. À la mi-journée, les forces spéciales encerclent le quartier général d'un bataillon soupçonné d'abriter d'autres complices. Des coups de feu éclatent. En une vingtaine de minutes, la mutinerie avorte. Aucun discours triomphal ne suit, le silence officiel agit comme un signal, l'État montre qu'il agit sans célébrer. Pour Ibrahim Traoré, cette retenue est stratégique. Trop d'assurance aurait nourri le doute, trop de discrétion aurait alimenté la peur. La réplique se déploie dans la soirée. Une allocution télévisée grave remercie l'Ouganda pour la transmission des preuves et appelle à la vigilance patriotique. Le ton est ferme, sans exaltation. Le message dépasse la survie personnelle. Il présente la tentative comme une décapitation politique visant un projet collectif. Sur les réseaux sociaux, la réaction est immédiate, mêlant crainte et fierté. La peur circule, mais elle s'accompagne d'un sentiment de résistance partagée. Après le choc, les ondes de la crise continuent de se propager. Les lumières restent allumées tard dans les bâtiments officiels. On ne célèbre pas une victoire, on évalue une survie. Dans les couloirs du pouvoir, une certitude s'impose. L'échec du complot ne referme rien. Il ouvre une phase plus longue, faite de soupçons, de réorganisation et de récits concurrents. À partir de ce moment, la question n'est plus seulement comment l'attaque a été déjouée, mais comment gouverner après avoir exposé la trahison au grand jour. Avant la crise, la menace restait diffuse, difficile à quantifier. Après janvier 2025, elle devient mesurable et c'est précisément ce passage du flou aux chiffres qui structure la réponse d'Ibrahim Traoré. D'abord, un repère chiffré sert de point d'ancrage, 42 arrestations en moins de 5 jours, dont une majorité liée directement aux forces de sécurité. Pris isolément, ce nombre peut sembler limité. Placé dans son contexte, il révèle une infiltration rapide et profonde, suffisante pour fragiliser un appareil d'État déjà sous tension. Une poignée d'arrestations peut désorganiser un sommet institutionnel. Ensuite, un autre repère, chiffré, décrit la dynamique plutôt que le volume. Les services de renseignement signalent une hausse de 37% des transmissions cryptées entre décembre 2024 et janvier 2025. Ce chiffre ne prouve pas, à lui seul, une intention criminelle. Il montre cependant une accélération inhabituelle des échanges au moment précis où les déplacements transfrontaliers de certains officiers s'intensifient. La valeur du chiffre tient moins à son amplitude qu'à sa synchronisation. Quand flux numérique et mouvements humains se chevauchent, le risque devient traçable.
cible. Enfin, un dernier repère chiffré complète la lecture sans la saturer. Les autorités annoncent une augmentation de 5,2% des recettes intérieures sur le trimestre, malgré le choc sécuritaire. Cette donnée économique agit comme un contrepoint. Elle suggère que la crise n'a pas immédiatement paralysé l'État et qu'une partie de l'activité a résisté à l'incertitude. La stabilité budgétaire devient ici un signal politique. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une stratégie. Chaque donnée est présentée avec sa traduction narrative. Arrestation pour montrer l'action, flux chiffré pour matérialiser la menace, indicateur économique pour rassurer. La méthode est constante, la vérité n'est pas seulement racontée, elle est comptée, puis encadrée par un récit de maîtrise. Pour Ibrahim Traoré, ce choix n'est pas neutre. Il expose le pouvoir à la vérification, mais il réduit aussi l'espace des rumeurs. Cette approche comporte un risque. Trop de chiffres peuvent anesthésier l'opinion ou susciter la suspicion d'une mise en scène technocratique. Trop peu laissent le champ libre aux récits concurrents. La réponse burkinabé tente de tenir l'équilibre, montrer assez pour convaincre sans tout révéler. Dans ce cadre, la donnée devient un outil de souveraineté. Elle sert à dire que la menace a été contenue parce qu'elle a été mesurée. Mais une question demeure en arrière-plan. Combien d'indicateurs restent invisibles, hors du champ des tableaux et des communiqués ? Deux récits s'affrontent frontalement depuis l'éclatement de l'affaire. Le premier, porté par les autorités burkinabées et les médias d'État, décrit une tentative de coup d'État classique. Selon cette lecture, un ancien chef militaire en exil, des relais internes et un financement étranger composent une architecture familière de déstabilisation. La rapidité des arrestations et la coopération avec l'Ouganda sont présentées comme la preuve qu'un contre-espionnage africain peut fonctionner sans médiation occidentale. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne un pouvoir réactif capable de transformer une attaque mortelle en démonstration de souveraineté. Le second récit, relayé par plusieurs observateurs occidentaux, adopte une posture inverse. Il ne nie pas l'existence d'une menace, mais interroge son usage politique. La diffusion rapide des aveux filmés, l'absence de contre-expertise indépendante et l'unanimité médiatique sont interprétés comme les signes d'une instrumentalisation. Selon cette lecture, la peur serait amplifiée pour justifier une purge interne et consolider l'autorité présidentielle. La menace serait réelle, mais mise en scène afin de verrouiller le champ politique. Prendre ces deux récits au sérieux est essentiel. Le premier explique la cohérence sécuritaire des décisions prises. Le second pointe les angles morts institutionnels. La réponse se situe dans les faits vérifiables. Oui, les enregistrements existent. Oui, des arrestations ont été confirmées par le parquet militaire. Et oui, des flux de financiers et numériques ont été documentés. Ces éléments contredisent l'idée d'une pure fabrication. Mais les critiques ne sont pas sans fondement. La concentration du récit entre les mains du pouvoir et la temporalité accélérée des procédures réduisent l'espace du débat contradictoire. Ibrahim Traoré semble en être conscient lorsqu'il affirme que la souveraineté n'est pas une posture, mais une épreuve quotidienne. Cette phrase agit comme un pivot. Elle reconnaît implicitement la fragilité du pouvoir tout en revendiquant sa légitimité. Au final, la question n'est pas de trancher entre vérité des faits et vérité du symbole. Elle est se comprendre comment, dans un contexte de menace réelle, la peur peut devenir à la fois un danger et un outil de gouvernance. Mais l'affaire ne se limite pas à une dynamique interne. Le basculement intervient lorsqu'un nouvel enregistrement, resté confidentiel, révèle qu'un officier arrêté travaillait depuis des mois avec une cellule étrangère basée à Abidjan. L'information, divulguée par erreur sur une fréquence militaire, modifie la lecture de l'ensemble. Jusqu'ici, l'affaire pouvait être comprise comme une trahison domestique, douloureuse mais circonscrite. Ce détail change l'échelle. La menace n'est plus seulement nationale, elle est structurée, régionale et coordonnée. Cette révélation agit comme un point médian narratif. Elle ne contredit pas les éléments précédents, elle les recompose. Les transferts financiers, les déplacements transfrontaliers et l'augmentation des communications cryptées cessent d'être des indices dispersés. Ils deviennent les pièces d'un même dispositif.
À ce moment précis, l'hypothèse d'une vengeance personnelle perd de sa force au profit d'une logique plus large où des intérêts politiques et économiques s'entrecroisent au-delà des frontières. La réaction est immédiate. Une réunion nocturne est convoquée avec les dirigeants du Mali et du Niger. Selon des sources proches, Ibrahim Traoré y formule une phrase simple. Le complot n'est pas dirigé contre un homme, mais contre un futur commun. Ce déplacement sémantique est décisif. Il transforme une survie individuelle en enjeu continental et prépare le terrain d'une réponse collective. À partir de là, l'affaire cesse d'être défensive. Elle devient un récit de projection où la sécurité intérieure sert de prélude à une recomposition régionale. Pour l'État burkinabé, l'effet est immédiat et structurel. Les services de renseignement sont réorganisés, les affectations modifiées et un audit complet des forces armées est lancé. Près d'un quart de la sécurité rapprochée présidentielle est renouvelée, signalant une volonté de rupture avec les chaînes de loyauté fragilisées. Cette reconfiguration vise à restaurer la confiance interne tout en affichant une capacité d'action rapide. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est double, sécuriser le sommet sans paralyser l'appareil et montrer que la réponse institutionnelle peut dépasser la logique de purge. Sur le plan économique, la crise crée un choc d'incertitude. À court terme, certains investissements sont retardés et les partenaires étrangers observent avec prudence l'évolution du climat politique. Paradoxalement, cette hésitation extérieure stimule un discours d'autonomie. Les entreprises locales, encouragées par la rhétorique souverainiste, multiplient les initiatives visant à réduire la dépendance aux circuits traditionnels. Les exportations d'or et de coton se poursuivent et l'annonce d'une possible nationalisation de concessions minières est présentée comme un moyen de financer la défense. L'économie ne s'effondre pas, elle se replie puis se réoriente. Dans la société, les effets sont plus ambivalents. À Ouagadougou, des affiches arborent le visage du président accompagné de slogans appelant à l'unité. Les écoles et universités organisent des débats sur la souveraineté et la désinformation. Cette mobilisation nourrit une fierté collective, mais elle s'accompagne d'une vigilance accrue. Les contrôles se multiplient, les barrages routiers deviennent plus fréquents et le quotidien se charge d'une tension diffuse. Les citoyens parlent d'une sécurité renforcée, mais aussi d'un sentiment d'être davantage surveillés. Au niveau régional, la crise agit comme un catalyseur. Le Mali et le Niger renforcent leur coordination avec le Burkina Faso, esquissant un axe stratégique inédit. Des réunions trilatérales évoquent une défense commune et des échanges énergétiques. Cette dynamique inquiète les pays côtiers restés liés aux anciennes alliances occidentales. La tentative de complot, initialement nationale, contribue ainsi à redessiner les rapports de force du Sahel. Pris ensemble, ces effets montrent que l'affaire dépasse largement un épisode sécuritaire. Elle modifie des trajectoires institutionnelles, économiques et symboliques, plaçant Ibrahim Traoré au centre d'une transformation dont les conséquences s'étendent bien au-delà des frontières burkinabées. À moyen terme, 3 trajectoires se dessinent à partir de la crise, chacune reposant sur des choix politiques et des équilibres fragiles. Le scénario de base, jugé le plus probable par plusieurs analystes régionaux, voit une stabilisation progressive de la sécurité intérieure. Les procès des personnes arrêtées aboutissent à des condamnations surtout symboliques, tandis que l'appareil d'État se réorganise sans rupture majeure. Les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire et le Togo restent tendues mais contenues. La coopération militaire avec le Mali et le Niger se normalise et la priorité est donnée à la reconstruction institutionnelle plutôt qu'à la vengeance. Dans ce cadre, le pouvoir consolide sa légitimité sans transformer la crise en rupture systémique. Le scénario optimiste repose sur une dynamique collective. Les révélations servent de déclencheur à une vague de solidarité africaine. Les États du Sahel mettent en place un mécanisme commun de renseignement et envisagent une cour régionale spécialisée pour juger les crimes de déstabilisation. La tentative de complot devient un précédent historique. Un réseau transnational démantelé sans intervention occidentale. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré acquiert une stature de porte-voix continentale, transformant une survie politique en vision partagée. La souveraineté cesse d'être défensive pour devenir structurante. Le scénario sombre met en lumière les risques latents. Les tensions économiques persistent. Certains partenaires étrangers se retirent durablement et l'état d'exception tend à s'installer. Les accusations de dérives autoritaires
autoritaires se multiplient, alimentant une méfiance croissante au sein des institutions et de la société. La rhétorique souverainiste, trop sollicitée, perd de sa force mobilisatrice, la fatigue populaire s'installe et la vigilance glisse vers la paranoïa. Dans ce cas, la crise initiale, au lieu de renforcer l'État, l'enferme dans une posture défensive prolongée. Ces trois scénarios convergent vers une même injonction intellectuelle, ne pas confondre sécurité et fermeture. Le futur dépendra moins des menaces extérieures que de la capacité à gouverner sans peur, en maintenant un équilibre entre autorité, transparence et confiance collective. Au-delà des institutions et des scénarios géopolitiques, la crise se traduit par des expériences concrètes pour les citoyens ordinaires. Dans les marchés de Ouagadougou, des vendeuses racontent se sentir plus en sécurité, mais aussi plus observées. Les contrôles se multiplient, les routines se modifient et chaque déplacement s'accompagne d'une vigilance accrue. Cette ambivalence résume l'effet direct de la crise sur le quotidien. Protection renforcée d'un côté, pression constante de l'autre. Chez les chauffeurs de taxi et de transport collectif, le récit est similaire. Les barrages routiers rallongent les trajets, les fouilles deviennent systématiques en soirée et la fatigue s'accumule. Pourtant, peu contestent ouvertement ces mesures. La tentative d'assassinat a créé un seuil de tolérance plus élevé où l'inconfort est accepté au nom de la stabilité. Cette acceptation n'est pas idéologique, elle est pragmatique, fondée sur la peur du retour au chaos. Dans le milieu éducatif, l'impact prend une autre forme. Des enseignants utilisent les discours officiels comme support pédagogique pour discuter de souveraineté et de désinformation. Les élèves répètent des mots forts sans toujours en saisir la complexité. Cette transmission rapide forge une mémoire collective à chaud où l'événement devient un repère identitaire avant d'être un débat critique. Pour le spectateur, ces scènes offrent une clé de lecture essentielle. Elles montrent que la crise ne se résume ni à un affrontement de récits ni à des chiffres abstraits. Elle s'incarne dans des choix quotidiens, accepter un contrôle supplémentaire, discuter d'un discours en classe, ajuster ses attentes face à l'État. Comprendre ces micro-gestes permet de mesurer l'enjeu central. La stabilité durable dépend moins de mesures exceptionnelles que de la capacité à préserver un équilibre vivable entre vigilance et liberté. Pour sortir du cycle des complots sans figer le pouvoir dans l'exception permanente, une feuille de route en plusieurs étapes se dessine. La première consiste à réorganiser les services de renseignement sous une autorité unique. L'objectif est de réduire la fragmentation, d'éviter les doublons et de centraliser l'analyse. Un centre de coordination basé à Ouagadougou est envisagé pour agréger les données sécuritaires du Sahel et améliorer l'anticipation plutôt que la réaction. La deuxième étape vise la coopération judiciaire régionale. Une charte d'extradition est en discussion afin qu'aucun acteur impliqué dans des tentatives de déstabilisation ne puisse trouver refuge dans un État voisin. Cette mesure ne cherche pas la punition spectaculaire, mais la dissuasion durable. Elle transforme la frontière, souvent utilisée comme protection, en espace de responsabilité partagée. Troisièmement, le pouvoir burkinabé mise sur une doctrine de communication fondée sur la preuve. Chaque accusation publique doit s'appuyer sur des éléments vérifiables, présentés avec retenue. Cette approche vise à restaurer la confiance interne et à limiter les accusations de manipulation. Pour Ibrahim Traoré, il s'agit d'accepter que la transparence comporte un risque, mais que l'opacité en comporte davantage. La quatrième étape concerne l'éducation civique. Des programmes sur la souveraineté et la désinformation cherchent à transformer la vigilance en culture collective, non en peur permanente. Enfin, un dialogue pragmatique avec les partenaires africains et non africains est maintenu sans renoncer à l'autonomie stratégique. Si cette feuille de route tient, la crise peut devenir un laboratoire. Elle montrerait qu'une tentative de déstabilisation peut être absorbée sans basculer dans la suspicion généralisée et que la sécurité, lorsqu'elle est structurée, peut renforcer plutôt que restreindre la légitimité politique. Au petit matin, dans les couloirs encore marqués par des nuits sans sommeil, le capitaine Sanou traverse le palais sans hâte. Les murs portent les traces d'une tension retombée mais pas effacée. Sur un bureau, une radio diffuse une voix plus calme qu'autrefois, presque fatiguée.
Ibrahim Traoré ne parle plus d'ennemis immédiats, il parle de durée, de construction patiente, de lucidité après la peur. Le contraste avec les premières heures de la crise est saisissant. Ce retour au motif initial éclaire l'essentiel. La véritable épreuve n'a pas été de déjouer un complot, mais de maintenir un lien quand la confiance vacille. Entre la révélation brutale et l'après-coup silencieux, quelque chose s'est déplacé. Le pouvoir a appris que la survie politique ne se mesure pas seulement en arrestation ou en décret, mais en capacité à rassembler sans aveugler. Dans les universités, les marchés, les taxis, les discussions continuent. Chacun projette sur l'affaire ses attentes et ses craintes. Pour certains, Ibrahim Traoré devient une promesse de souveraineté assumée. Pour d'autres, une illusion nécessaire pour tenir. Ces lectures opposées coexistent sans se résoudre. Tenir ensemble malgré la méfiance. C'est peut-être là que réside la charge émotionnelle la plus durable de cette séquence. Non pas dans l'échec du complot, mais dans l'effort collectif pour continuer sans céder à la peur. À ce stade, l'affaire dépasse largement un épisode sécuritaire ou un débat partisan. Elle pose une question plus vaste, presque universelle, sur la manière dont des sociétés sous pression choisissent de se raconter à elles-mêmes. Entre vigilance et soupçon, entre protection et contrôle, la frontière reste mouvante. Ce qui se joue au Burkina Faso résonne bien au-delà du Sahel, car il s'agit moins d'un complot isolé que d'un test sur la durée. Pour certains observateurs, Ibrahim Traoré incarne la possibilité d'un État africain capable de se défendre sans médiateur extérieur. Pour d'autres, il symbolise les tensions inhérentes à tout pouvoir confronté à une menace permanente. Ces lectures ne s'annulent pas, elles cohabitent, et c'est précisément dans cet espace de désaccord que le débat devient utile. Regarder cette séquence, l'analyser, la discuter, ce n'est pas choisir un camp, mais interroger les mécanismes du pouvoir en situation extrême. Comment préserver la sécurité sans épuiser la confiance? Comment transformer une crise en méthode plutôt qu'en réflexe autoritaire? La question reste ouverte et elle ne concerne pas qu'un pays ou un dirigeant. Elle s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur l'équilibre fragile entre souveraineté, peur et avenir commun.